l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'association Solidarité. Chi come noi hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur VHT, les RCFM, pour ces 52 minutes de pure politique. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui puisque nous recevons quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, tant sur le passé récent que sur l'avenir proche, concernant d'abord sa famille politique, la droite, mais aussi les échéances électorales. Camille de Rocazert est aujourd'hui l'invité de ce nouveau numéro de Contraste. Camille de Rocazert, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors vous avez subi l'épreuve de l'échec. Certains de vos anciens amis veulent tourner la page du rocazérisme, même si vous résistez. La droite, pour autant, n'a plus de leader incontestable et semble avoir fait même l'économie d'une analyse des échecs successifs. Alors de tout cela, nous allons parler avec Roger Antèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Witchivert. Bonsoir. De CFM. Bonsoir Patrick. Alors on entre immédiatement dans le vif du sujet. Vous avez déclaré qu'il y avait le temps du silence, celui de l'analyse, de la réflexion, et puis celui de l'expression. Alors puisque vous êtes sur ce plateau, nous sommes dans la troisième phase. Alors commençons par le début. Est-ce que vous avez réfléchi sur l'échec, le vôtre, aux législatives, et puis plus généralement celui de votre famille politique, et quelle analyse est-ce que vous en avez tiré? Il y a l'analyse, il y a des causes multiples. Je dirais que je me souviens que lorsque nous étions vus avant les élections, vous m'aviez dit qu'en principe, c'était une formalité pratiquement. Personne ne vous donnait vertu, effectivement. Vu le travail de parlementaire que j'avais effectué, que tout le monde, je dirais, félicitait. L'élection, ce n'était pas une élection uniquement législative. J'ai vécu une triple élection. Le domaine législatif n'a pas été déterminant. J'ai vu une élection, on l'a découvert au fur et à mesure, surtout entre les deux tours, une élection qui était en même temps territoriale et municipale. Ça veut dire que le thème législatif n'était pas prioritaire. Et donc une élection de terrain. Alors c'est vrai que le reproche qu'on a pu me faire dans cette élection et la sanction, parce que je reconnais que c'est une sanction, lorsqu'on est donné gagnant et qu'on perd une élection, c'est effectivement l'absence de proximité, de terrain. Le domaine législatif que j'ai vécu pendant 2 ans à travers les ordonnances et la loi sur le désordre foncier et les droits de succession m'a entraîné essentiellement de travailler à Paris, de travailler avec le gouvernement, qui n'était pas celui que je soutenais, mais j'ai eu un travail relativement En plutôt 2014, efficace. vous avez démissionné de votre poste de conseiller municipal. Peut-être ne fallait-il pas démissionner? Si je n'avais pas démissionné de ce poste de conseiller municipal, je devais quitter la région. Oui, alors la question c'est pourquoi à ce moment-là j'ai démissionné? Parce que Vous aviez promis de ne pas démissionner cette fois-ci, Oui. parce que vous aviez déjà démissionné auparavant. Parce que la question qui s'est posée, c'est entre Georges Mellet et moi-même, dans une discussion fort sympathique, puisque nous sommes liés au-delà de la politique par une amitié très forte, c'était de savoir quel rôle je pouvais jouer à ses côtés, non pas en tant que conseiller municipal, puisqu'il n'était pas question pour moi d'être adjoint de Georges, mais dans l'intercommunalité. Vous étiez en charge de l'urbanisme, c'est important. Oui, j'étais en charge de l'urbanisme avec d'ailleurs un nouvel élu, Jean-Baptiste Santine, qui est un élu brillantissime, et qui d'ailleurs est en train de voler de toutes ses ailes comme avocat dans un grand cabinet parisien. Pour moi, c'était simple, c'était l'intercommunalité qui était pour moi déterminante, puisque c'était la construction d'un territoire. Et j'avais quelques idées pour d'ailleurs le développer au-delà même de ce territoire, puisque mon idée c'était de le développer dans tout le Sarthenay. C'est que le Sarthenay se rassemble. Je pense qu'on doit aller dans l'organisation de la On peut commune. comprendre le sentiment d'abandon des portoricains, du coup. Oui, mais ça n'a pas été que Porto-Vecchio, parce qu'à la limite, si vous voulez, si j'avais été présent quotidiennement à Porto-Vecchio, si j'avais rempli une fonction, puisque beaucoup venaient me voir pour me dire sur tel ou tel sujet, on a besoin de toi en matière d'urbanisme, dans d'autres domaines, demande de logement, demande de toute nature. Donc, je n'ai pas vu, effectivement, comment transformer une élection législative en une élection purement locale. La deuxième chose, c'est que on n'a pas anticipé le score qu'a fait, je dirais, qui a doublé son score, de Jean-Charles Orsuch. Et donc, on est dans un moment de dégagisme. C'est vrai, le dégagisme existe. Bon. Vous avez parlé aussi, dans l'autre élément, vous avez parlé de trahison. Alors, qui a trahi? Oui, alors, si vous voulez, je me suis peut-être moi-même trahi.
vous savez, Oui, c'est pas à vous que vous faisiez allusion. au lendemain d'un échec, un échec, c'est douloureux. J'ai connu un échec en 2011 aux élections départementales. Et puis, j'ai tout de suite rebondi et j'ai gagné une élection législative où on me donnait perdant. Donc, je gagne lorsque je suis perdant et je perds lorsque je suis gagnant. Donc, ça pose un problème. Donc, j'ai réfléchi à tout cela. Et je pense que, prioritairement, au-delà de l'amertume d'un échec, au-delà on cherche toujours on se pose des questions, mais en même temps, on a envie de croire qu'on n'est pas seul responsable. Bon, il faut assumer sa responsabilité. Donc, dans la réflexion, j'assume ma responsabilité. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu forcément, c'est pas une question de trahison, le soutien que j'aurais pu espérer. Et ça, c'est la lecture que vous faites des résultats commune par commune. Vous avez vu que, effectivement, il y a une percée nationaliste dans des communes qui vous étaient acquises jusque-là, dans tous les scrutins, y compris même les scrutins perdants, parfois. Oui, il y a ça, mais c'est-à-dire que... C'est les maires qui ont fait défaut, parfois. Le dégagisme macroniste ou macronien n'a pas joué. Macron aurait dû être celui qui emportait en Corse, je dirais, l'élection, comme ailleurs. Ce sont les nationalistes qui ont fait le macronisme, quelque part, et le dégagisme. C'est là-dessus, c'est tout un ensemble. En fin de compte, je fais pas tellement moins de voix au premier tour qu'en 2012, avec une participation très faible. Bon, ce qui m'a surpris, c'est la participation de Porto Vecchio, 45% au premier tour, c'est un problème. Camille de Rocazza, sans parler de trahison, est-ce que Georges Mail a joué le jeu? Parce que de deux choses l'une, soit il vous a soutenu et ça n'a pas marché, soit il ne vous a pas soutenu. Dans ce cas-là, ce n'est pas très amical, mais dans les deux cas, ça veut dire que sur Porto Vecchio, vous avez perdu la main. Non, la question sur Porto Vecchio, c'est effectivement au premier tour, il y a une très faible participation. Bon. Entre l'élection présidentielle où je soutiens... Et au second, Paul-André Colomban, il passe devant vous. Oui, il passe devant parce qu'il y a une dynamique. Au premier tour, vous prenez l'élection présidentielle. Je suis engagé auprès de François Fillon. Il fait plus de voix que moi à la législative, alors que François Fillon est pourtant dans une situation difficile. Bon. Et c'est moi qui fais sa campagne. Donc, j'ai eu du mal à comprendre, effectivement, mais c'est simplement le fait que peut-être que mon élection a été donnée trop gagnante, puisqu'entre les deux tours, je récupère énormément de voix avec Georges Mail, et j'ai eu le soutien de Georges Mail. La question, c'est que peut-être que lui, comme moi, nous n'avons pas anticipé le niveau de cette élection, que l'absence de terrain, et donc je ne pouvais pas avoir transféré mon absence de terrain sur Georges Mail. Et d'ailleurs, au lendemain du second tour, j'ai croisé Jean-Christophe Angeline, on a pris un café ensemble, et il m'a dit « Tu fais une belle élection ». Et je lui ai dit... C'était très ironique, non? Non, c'était pas ironique du tout. Il me dit « Non, tu fais une belle élection sur ton nom ». Nous avions une organisation, il y avait une armée qui a fait campagne. Et d'ailleurs, l'élément important, c'est que Paul-André Colomban, c'est quelqu'un qui n'est pas clivant. C'est quelqu'un qui peut rassembler. C'est le médecin, c'est un gentil garçon qui n'est pas, je dirais, dans une démarche purement nationaliste, on le voit. Donc il peut entraîner. Et forcément, il était certainement le meilleur profil. Je pense que je n'aurais pas fait la même élection avec Jean-Christophe Angeline face à moi. Dans l'explication que vous donnez, donc, les législatives ont été une élection de futur territorial et de futur municipal. C'est pas de très bon augure pour ce qui va venir dans les semaines et les mois qui viennent, voire les années. Comment vous allez corriger le tir? C'est pas que moi, si vous voulez. Attendez, ne croyez pas que je sois déterminant en tout. Moi, il y a une élection législative et j'étais, en principe, tout le monde reconnaissait que j'étais le député qui avait fait le meilleur travail. Maintenant, la question pour moi, c'est qu'est-ce que je peux apporter avec, je dirais, mon expérience et avec cette expérience-là d'un échec, parce qu'un échec, c'est une expérience. Il faut le prendre comme ça, et c'est comme ça que j'ai analysé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui me manque? Pas qu'à moi, mais qu'est-ce qui nous manque à nous tous, à ma famille politique? Mais on a l'impression que votre famille politique ne veut plus de vous. Alors, je prends une citation de Valérie Baud. On ne peut pas repartir avec les mêmes candidats qu'il y a quelques années. Nous devons tenir compte des dernières échéances par des législatives. C'est une de ses déclarations. On ne vous a pas voulu sur la liste de Valérie Baud, donc peut-être la question ne s'est pas posée à accepter. Mais est-ce qu'il n'y a pas un Roch-Kazerim bashing? Oh, écoutez, bon, ça serait prêter trop de force. J'ai été un leader incontesté pendant des années. Et aujourd'hui, je comprends que je puisse être contesté, surtout après un échec. En 2011, j'ai vécu un peu la même chose. Certains voulaient contester, mais il se trouve que j'ai pu, en 2012, montrer que j'avais encore une certaine force électorale. Mais ce n'est pas que la force électorale, c'est le débat, c'est l'ensemble des choses. Je n'ai rien contre Valérie. J'ai lu cet article. Bon,
bien sûr sévère. que... Non, Bon, vous l'avez été relativiser- vous aussi dans l'article de ce matin. Oui, non, c'est pas ça. La question fondamentale qu'il y a entre nous, c'est une jeune femme remarquable, qui a beaucoup de qualités, et j'ai fait une campagne électorale avec elle, j'ai appris à la découvrir un peu plus. Il se trouve que, pour moi, ce qui compte, c'est la concertation. Voilà. Et ce qui nous différencie dans cette aventure, où nous devrons nous rassembler quoi qu'il arrive, parce que la question, ça n'est pas de s'opposer, c'est nous sommes dans une démarche qui est complémentaire, mais c'est la concertation. Je n'ai jamais décidé unilatéralement d'être candidat, tête de liste ou quoi que ce soit. Ça a toujours été un processus. En 2004, c'est ma famille politique qui est venue me chercher pour me demander de mener la liste. En 2010, il y avait l'expérience et le succès de 2004 qui confortaient. Et en 2015, on ne m'a pas contesté. À un moment donné. Sauf qu'il y a eu, effectivement... La candidature de José Rose. Au début, on ne me contestait pas. Et ensuite, il y a eu une démarche avec José Rose qui a été initiée. On est dans la même situation aujourd'hui. On est à peu près dans la même situation. Il y a deux listes de droite qui s'opposent, les divergences n'ont pas été Non, les listes de droite ne surmontées. vont pas s'opposer. Les listes de droite sont des listes complémentaires. Si on lit les interviews croisées, ce n'est pas le grand amour en tout cas. C'est mal parti, c'est la machine à perdre qui est enclenchée là. Non, ça c'est votre vision des choses. Il n'y a qu'à lire. Mais ça ressemble quand même furieusement à 2015. Les attaques sont rudes, les attaques. Ce que je lis est simple. C'est qu'on voit une différence, la vraie différence, qui était déjà en 2015, et je l'avais dit à l'époque à Laurent Marcangel, et à l'ensemble de nos amis, à José Rose et à tout le monde, c'est, pour moi, on doit commencer par de la concertation. La concertation, la base prioritaire, c'est de savoir quelle est la ligne politique sur laquelle nous allons avancer. La deuxième chose, c'est, au-delà de la ligne politique, c'est est-ce que sur cette ligne, il y a un rassemblement le plus large, c'est-à-dire que chacun apportant ses idées, on apporte un projet, une plateforme commune. Et ensuite... Ça, c'est le discours convenu. Il y a des questions d'hommes, d'incarnation qui sont importantes. Et il y a des questions, effectivement, c'est l'incarnation. Mais vous ne pouvez pas incarner quelque chose qui n'existe pas. Il faut bien d'abord définir la ligne politique. Au mois de fin juillet, début août, on a eu la famille nationaliste qui a vraiment donné une ligne politique. Leur ligne politique, c'est maintenant la nation. C'est l'autodétermination. C'est, je dirais, le voyage vers l'indépendance. Face à ça, nous devons répondre non pas par une personne, nous devons répondre par quelle est notre ligne politique. Et celle-là doit être incarnée. Mais l'incarnation, le tête de liste doit être celui qui incarne et en même temps celui qui rassemble le plus largement possible. Elle est où la différence dans l'incarnation, enfin pas dans l'incarnation, mais dans la ligne politique entre vous et Valérie Beaud? Mais c'est pas entre moi et Valérie Beaud, là, parce que je ne serai pas Jean-Martin Mondolone. Allez. Alors, la différence, c'est que justement, au niveau de la méthode, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Jean-Martin a concerté autour de lui pour savoir s'il était le mieux placé pour pouvoir, sur la base de son score électoral et en même temps des idées qu'il développe depuis longtemps, c'est connu, l'expérience qui est la sienne maintenant en tant qu'élu territorial, puisqu'il était sur la liste en 98 et il a été élu en 2004 à mes côtés et il a été président du groupe, donc l'expérience qu'il a depuis en 2015 sur l'ensemble des sujets régionaux. Le fond politique. Le fond politique, ben, heureusement que nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes complémentaires, mais ce qui m'a déterminé dans mon choix, c'est le fait que Jean-Martin Mondolone a concerté avant de dire j'y vais. Il a vu avec Georges Mel, avec moi-même, avec d'autres, celui qui serait le meilleur, je dirais, porteur de notre projet, mais de définir clairement le projet. Et nous sommes sur un clivage politique aujourd'hui très fort. Les nationalistes nous ont montré le chemin de ce clivage, l'ont imposé au début du mois d'août. C'est à nous d'y répondre. Sommes-nous d'accord avec eux pour aller vers l'indépendance ou pas? Je dis, le vrai débat, c'est pour ou contre l'indépendance. Avec Jean-Marc Là, c'est vous qui clivez, parce que c'est pas vraiment ça. Gilles Siméon n'a jamais parlé d'indépendance. Non, mais l'autodétermination, c'est quoi? J'ai vu que dimanche dernier, il y a eu quelques ambiguïtés dans la définition de ce qu'est l'émancipation, l'autodétermination. Il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de jouer. C'est comme lorsqu'il y avait les modérés, c'est fini. Les modérés, c'était modérément par rapport à la violence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un modérément. Nous sommes quelque part dans une dynamique vers l'indépendance. Lorsque j'entends dans la dernière session Xavier Lucian qui dit « nous devons préparer les fondements de la nation corse », bon, mais arrêtons de nous tromper ou de tricher. Je comprends ce débat-là. Et je comprends qu'on puisse... Vous le placez là parce qu'au niveau de la gestion, c'est plus compliqué. Voilà, en même temps, cette stratégie... On aura aussi le débat sur la gestion et sur la ligne, une plateforme, je dirais, de décision, de projet.
On pourrait parler sur les déchets, on peut parler sur le PADUC, on peut parler sur, je dirais, la gestion financière et les risques qu'il y a demain. Et votre gestion n'a pas été plus brillante de 2004 à 2010. Ah si. En matière financière, pas tellement. Les emplois toxiques, c'est vous. Les emprunts toxiques, la dégradation financière, l'augmentation exponentielle. Le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2014 qui remontait à 2008. Les transports, la SNCF, la privatisation pitoyable de la SNCM. C'est pas nous, c'est le gouvernement. Oui, vous étiez au pouvoir, vous étiez aux affaires. Nous avons évité le PADUC auquel vous avez dû renoncer, Camilo Caser. Nous avons évité, M. Vinciguer, la privatisation totale. C'est nous qui l'avons évité. C'est moi d'ailleurs qui avais demandé à l'époque, avec Tony Sine et avec Anchantine, que le personnel rentre dans le capital et que l'État garde une part. Nous avions à l'époque... Quelle a été la grande différence? Vous n'avez pas proposé une solution de rechange. Mais qu'est-ce qui a proposé une solution de rechange? C'est l'économie corse qui a proposé une solution de rechange au moment du dépôt de bilan. Parce qu'on était à la liquidation judiciaire qui pointait. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, des entrepreneurs corses, mais ce n'est pas la collectivité qui agit. Mais les emprunts toxiques, c'est vous. N'a fait que suivre. Qui sont encore en train d'être remboursés par la collectivité aujourd'hui. Ça n'est pas moi. Oui, enfin, je dis vous. Avec vous un apport de l'État. Mais il y en a eu partout. Il y en a eu partout. Il y en a eu dans des villes. Enfin, il y en a eu surtout ici. Il y en a eu à Bastia, il y en a eu au Conseil général de Haute-Corse, il y en a eu un peu partout. Ça a augmenté la dette. Est-ce que cette manière de cliver aujourd'hui, de dire bon voilà, le débat il va porter sur autodétermination, indépendance et les autres, c'est pas un moyen Nous avions aussi... beaucoup plus d'investissements. Regardez l'ensemble du réseau routier, tout ce qui s'est fait en investissement par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est négatif. Il y a aussi le PADUC qui a avorté, Camilo Caser, vous vous souvenez de la désanctuarisation, de la résidentialisation. Ça n'a rien à voir. Non, la désanctuarisation. Alors je vous promets. Vous avez dû abandonner le projet en tout cas. Si vous voulez vraiment qu'on aille au bout de ça, invitez Jacques Folloroux et vous verrez qu'on peut faire un débat en 10 minutes où il reconnaîtra que c'est lui qui a fait ce titre. Parce que le titre, dans Le Monde, appartient aux journalistes, mais que tout le débat qu'on avait eu pendant 2 heures ensemble, il n'y avait à aucun moment le mot désanctuarisation. Si on revient au débat d'aujourd'hui, et donc à ce clivage dont vous parlez entre autodétermination, indépendance et les autres, est-ce que ce n'est pas le moyen aussi, habile peut-être politiquement, d'organiser un front républicain? On en a entendu parler d'ailleurs avant le second tour, face aux nationalistes qui aujourd'hui, dans les élections, enregistrent des succès successifs. Est-ce que vous espérez que d'autres familles politiques peuvent venir sur ce terrain-là aussi et s'affirmer républicaines finalement? Mais écoutez, lorsque je lis ce que disait Jean-Charles Orsuch pendant la campagne, je suis républicain et je suis favorable à une large autonomie dans la République. Bon. Lorsque je lis d'autres aussi, la même ligne. Notre ligne aussi, c'est celle-là. Valérie Bosse dit la même chose. Autonome, nous sommes, Jean-Martin Montagne dit régionalisme. Mais je suis régionaliste, je suis gaulliste. C'est 1969, le régionalisme. Enfin, 72. Le régionalisme veut dire quoi aujourd'hui? Lorsque vous prenez les déclarations du président de l'ARF, Philippe Richert, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit plus d'autonomie, il est régionaliste. Mais il n'y en a pas d'autonomie aujourd'hui. Comment il n'y a pas d'autonomie? On a déjà, attendez... Il y a des compétences de l'Assemblée, vous ne pouvez pas parler d'autonomie. L'autonomie, ça veut dire qu'il y a un pouvoir législatif, qu'il y a un certain nombre de... Il y a des compétences, mais il n'y a pas de pouvoir. Non, il y a des compétences, il y a des moyens financiers. Bon, on avance. On n'est plus du tout dans une logique où c'est l'État très en deçà du qui processus gère... de Matignon qui prévoyait justement un pouvoir législatif. Non, le processus de Matignon prévoyait non pas un processus législatif, le processus de Matignon prévoyait la suppression des conseils départementaux. Et le pouvoir législatif nous et n'étions pas réglementaire. d'accord. Le pouvoir réglementaire et le pouvoir législatif, ça n'a rien à voir. L'article 38 de la Constitution clarifie. Mais non, nous étions contre la motion majoritaire à ce moment-là avait accepté qu'on aille sur le pouvoir réglementaire, mais pas sur le pouvoir législatif de plein droit. Le pouvoir législatif encadré, ça a été retoqué par la suite. Mais je vous dis qu'on n'était pas sur cette ligne-là. Camilo Caser, pour répondre à la question de Roger Antech, est-ce que vous récusez aujourd'hui l'idée d'un éventuel recours à un front commun droite-gauche au second tour? Non, la question c'est... Oui ou non? C'est pas un front républicain. Ça ne veut rien dire. Comme on veut, mais enfin bon, un cordon sanitaire, ce que vous voulez. Hein. Non, c'est pas un cordon sanitaire. On avait appelé ça à l'époque. À partir du moment où ce débat est engagé, nous disons, plutôt que de laisser ce débat larver pendant des années, il faut le trancher. On sait très bien que la route vers l'autodétermination, ça serait un référendum national. Parce qu'on ne peut pas avoir une partition de la nation sans qu'il y ait un référendum qui concerne tout le monde. Mais puisque ce débat, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, ce débat, il est lancé depuis le début du mois d'août.
on doit apporter une réponse. Il ne faut pas sans arrêt faire comme si c'était, allez, c'est pas grave, c'est rien, c'est un propos de plus. Non, c'est un propos déterminant. Il y a eu un article de Jean-Christophe Angeline qui parle clairement d'autodétermination. Alors j'ai vu qu'il y avait quelque part une grande difficulté à assumer cela de la part de Gilles Simeone dans le contraste de la semaine dernière. Mais honnêtement, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, nous devons dire à la population, au peuple corse, nous devons dire à tous ceux qui, à un moment donné, confondent nationalisme. D'ailleurs, lorsque je lis que Gilles Simeone dit dans Libération et qu'il a confirmé que la quasi-totalité des Corses sont nationalistes. Non, la quasi-totalité des Corses... Il a fait comme vous, il a dit que le titre n'était pas de lui. Camille de Rocazard, quand vous dites... il a redit ici, nous sommes Corses à 100%, nous avons une identité, c'est pas ça qui nous entraîne vers le nationalisme, qui est un refermement sur soi, et qui est une forme déjà engagée de séparatisme, et qui veut l'autodétermination, et on le sent dans tous ces propos, Camille de Rocazard, qu'il y a une ligne très claire. Quand vous dites dans Corse Matin, en début de semaine, décidément vous étiez en forme, quand vous dites, je vous cite, voulez-vous, la question le 10 décembre, ce sera en décembre, en tout cas au territorial, ce sera, voulez-vous un régime totalitaire ou voulez-vous rester français? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous pensez que la Corse, demain, peut devenir le Turkménistan, l'Érythrée ou la Corée du Nord? Non, mais ou l'Albanie ou autre chose. L'Albanie plus. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Oui, depuis longtemps déjà. Non, mais si vous voulez, il y a quelque pourquoi part... le mot totalitaire est excessif. Les mots ont un sens. Le mot totalitaire, je demanderais à Anne Chabanon si ce mot avait été prononcé clairement. Bon, parce que dans une interview aussi large, il y a forcément... vous connaissez le talent journalistique de vos confrères, bien sûr. Hégémonique et idéologique. Nous sommes dans un débat très souvent qui est très, très idéologique. Vous prenez, je vais prendre un exemple, sur les déchets. Si on enlève, on est dans le virtuel et l'idéologie, on n'est pas dans le réel, et dans beaucoup d'autres domaines. Sur le Paduc, aujourd'hui, vous avez tous les maires vent debout. Ça veut dire, et pourtant, bon, parce que c'est une association entre Maria à l'époque et la famille nationaliste. On est dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Tous les maires sont vent debout. Que ce soit à Sainte-Marie-Sichet, à Fortiol ou ailleurs, je n'ai entendu que les gens me dire mais on ne peut plus rien faire. Bon, on n'est pas les pieds dans l'eau, on n'est pas dans la désanctuarisation du littoral, on est dans le fait qu'on ne peut plus, je dirais, construire au cœur de Sainte-Marie-Sichet. Le maire, qui n'est pas forcément un de mes soutiens principaux, me dit il faut faire quelque chose. Mais ce sont là des questions de gestion, non pas d'idéologie. Alors d'idéologie... Parce que vous agitez le chiffon rouge de l'indépendance. Je vais vous le dire. Je voulais juste reprendre des déclarations de Jean-Martin Mondolone, dont vous allez être le colistier dans quelques jours. Il parle de République fédéraliste. Oui. Et il dit aussi, chacun sait que je suis parfaitement à l'aise pour parler de la co-officialité de la langue, du statut de résident ou de l'amnistie. Vous êtes parfaitement en phase avec lui? Mais bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, il n'y a rien de pire que la pensée unique. Nous sommes dans une famille politique à débattre. On débat avec les autres, mais on débat aussi en interne. Alors déjà, la première chose, le fédéralisme, c'est vrai que je suis gaulliste, je n'ai pas une vision forcément fédéraliste, mais j'ai une vision régionaliste. Alors du régionalisme pour aller au fédéralisme, je pense qu'on va vers des régions fortes. D'ailleurs, c'est ce que dit Xavier Bertrand, c'est ce que dit Philippe Richert, c'est ce que dit Valérie Pécresse, qui revendique d'avoir une force, une autonomie très large avec des transferts de fiscalité. Sur la co-officialité, je ne suis pas favorable à la co-officialité, et Jean-Martin a toujours assumé d'être favorable. Mais quelle va être la ligne de la liste alors? Eh bien, je vais vous dire, mais Jean-Martin, nous sommes clairs là-dessus. On a le droit à ce débat. Moi, je pense que la co-officialité n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un nombre de locuteurs suffisant. Je pense que le bilinguisme qu'on avait développé et lui-même avait soutenu fortement, puisqu'on avait eu un vote unanime à l'Assemblée de Corse, je sais une chose, c'est que pour les nationalistes, la famille nationaliste, la co-officialité, c'est un attribut de la souveraineté. Mais qui va trancher? Pour Jean-Martin Mondolone, c'est simplement pour lui, et il y croit fortement, il n'est pas sur une posture, c'est le moyen de défendre la langue le mieux possible. Eh bien, il y a sur ce point-là une différence entre nous, mais cette différence n'est pas suffisante pour. Mais qui va la trancher, cette différence? Parce que vous allez vous présenter devant les électeurs avec un programme. Est-ce que la co-officialité sera assumée? On est dans une démarche vers la souveraineté. Donc, Jean-Martin Mondolone me l'a dit très clairement, il n'est pas question pour moi d'en faire un attribut de la souveraineté, et donc, à partir de là, la co-officialité n'est pas quelque chose qui est déterminant aujourd'hui. Vous savez, je me souviens donc, ça ne sera pas dans le programme. Non, mais
le programme, ce n'est pas le programme uniquement d'une personne, c'est le programme partagé par le plus grand nombre. Bon, je vois même que le maire d'Ajaccio a dit récemment, devant Xavier Bertrand, que la co-officialité n'était pas à l'ordre du jour. Bon, il avait lui-même soutenu, et légitimement. Ceux qui y croient, je n'y crois pas. Je ne crois pas aujourd'hui que ça soit, puisque justement, il y a toujours cette ambiguïté de l'attribut de souveraineté. Le peuple, la langue, la terre. Bon, on le voit. Mais, si vous voulez, face à ça, on cherche uniquement à différencier les uns des autres. Moi, je crois que le débat démocratique, et le débat même dans ma propre famille politique, ça n'est pas tout le monde pense comme Camille, ou tout le monde pense comme Jean-Martin, ou pense comme Valérie. Quelle sera votre place sur la liste ? Quelle sera votre place sur la liste de Jean-Martin Mondolone ? Quel sera votre poids ? Georges Mille, si on a bien compris, sera 3e, et vous ? Mais la question, une position éligible. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous êtes réducteur. Vous croyez que la question essentielle... de votre place dépend votre poids. Les noms et les places. Je serai là où je suis utile, dans le débat politique. Vous n'allez pas être 63e, Camille de Rocazert. Non, je n'ai pas encore vocation. Je n'ai pas encore vocation à tirer ma révérence, mais en tout cas, pour moi, vous voyez, vous êtes en train de remettre la liste, le mercato, au centre de quelque chose qui est le débat politique. Pour moi, le débat d'abord... Vous savez bien que c'est lié. Mais si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas, c'est pas la même chose au niveau politique. Pourquoi je me reconnais dans la ligne avec Jean-Martin ? Parce que justement, il n'en a pas fait la priorité. Aujourd'hui, Jean-Martin Mondolone ne vous additionne pas des noms. Parce que ces noms, c'est le résultat de « sommes-nous d'accord sur la ligne politique ?» Je suis d'accord sur la ligne politique avec lui. Vous étiez ensemble déjà il y a 5 ans, il y a 17 mois. Par ailleurs, l'erreur dans la phrase de la journaliste après la co-officialité, c'est de laisser entendre que Jean-Martin serait favorable au statut de résident et à l'amnistie. Il est totalement opposé. Et d'ailleurs, les votes qui ont eu lieu... À l'amnistie également. Mais l'amnistie, tout dépend de ce qu'on dit dans le cadre de l'amnistie. Nous avons voté à l'Assemblée une motion où nous avons nous-mêmes introduit le fait qu'on ne peut pas aller... On a repris l'expression de l'amnistie de Mitterrand en 88, qui exclut les crimes de sang et les affaires non jugées. Si on veut aller sur les crimes de sang et les affaires non jugées, alors qu'il y a des parties civiles et d'autres choses, je dis, on sort totalement du droit. Pour ma part, c'est une loi qui passera par le Parlement. On ne peut pas empêcher et s'interdire qu'il y ait un jour la possibilité d'aller vers une amnistie, mais dans le cadre de celle qui a été proposée en 88, c'est tout. On ne va pas au-delà. Et il n'y a pas de différence entre nous sur ce point-là. Tout comme il n'y a pas de différence sur le PADUC. Il n'y a pas de différence sur, je dirais, la rigueur de gestion qu'il faut avoir, les choix stratégiques. Il y a des différences de personnes. Non, il y a des différences de méthode, il y a des différences de... La ligne politique est plus claire chez nous qu'elle n'est ailleurs chez nos, je dirais, partenaires futurs. Le contour est plus clair. Et nous ne mettons pas en priorité... ni la désignation du tête de liste ou l'autoproclamation du tête de liste, ni le mercato qui va s'ensuivre. Vous allez avoir un autre problème à droite, les problèmes locaux, on les connaît, mais également au niveau national. Les deux tours des élections territoriales tombent le même jour que le congrès des Républicains pour élire un nouveau secrétaire général. Une élection très républicaine. C'est la bagarre, il y a plusieurs candidats, tout le monde donne favori Laurent Wauquiez. Vous allez choisir qui ? C'est une réflexion qui est en cours. J'ai de l'amitié, j'ai commencé à avoir, sur le plan politique, avec Laurent Wauquiez, dès qu'il a été élu, c'était en 2004 à peu près, 2004-2005, lorsqu'il a succédé à Jacques Barrot. On a été ensemble, on a travaillé ensemble parce qu'il était sur une ligne de gaullisme social. Il a bien changé, non ? Parce qu'il bordure avec l'extrême droite aujourd'hui, non ? Il doit clarifier. Et beaucoup craignent, avec l'élection éventuelle de Laurent Wauquiez, une implosion du parti. C'est ce que craint notamment Alain Juppé, Valérie Pécresse aussi, qui a créé son propre parti. Je peux vous dire que Valérie Pécresse, je suis très proche de Valérie Pécresse, c'est une personne qui a de grandes qualités. D'ailleurs, elle m'avait proposé d'être à ses côtés, mais je ne pouvais pas pour d'autres raisons, d'être à ses côtés pour la création de son micro-parti libre, et libre au pluriel. La liberté, c'est pour moi quelque chose de très important dans le débat politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté. Et j'ai la liberté, ma liberté, aujourd'hui je l'exprime d'ailleurs devant vous tous, qui peut effectivement manifester des différences par rapport à d'autres. Il n'y a pas une implosion des Républicains écoutez, avec le départ de la frange centriste. Chaque fois qu'on annonce quelque chose, ça ne se produit pas forcément. Aujourd'hui, nous sommes effectivement... Macron a réussi pour le moment à tuer le Parti socialiste. Renaîtra-t-il un jour de ses cendres? On ne sait pas. Par contre, les Républicains ne sont pas encore morts. Par contre, c'est vrai qu'il faut une ligne politique plus claire.
Il faut avoir une ligne politique. Mais que vous J'espère hésitiez le encore Congrès- aujourd'hui entre Laurent Wauquiez et une ligne plus douce, plus modérée, c'est surprenant. c'est pas parce plus que douce, mais le parce choix a que- l'air clair. Hein. Mais le choix a l'air clair, sauf que Valérie Pécresse n'est pas candidate. Ouais. Mais il y a d'autres candidats un peu plus Oui, il y a Daniel modérés. Fasquelle. Ouais. Oui. Ah, ce sont des inconnus, mais bon. Mais la question, c'est pas que d'être modéré. La question, c'est qui va le mieux incarner. Et nous sommes aujourd'hui dans une élection de militants. Je me réserve encore, j'attends le vrai débat. J'ai lu les propos tenus par Laurent Wauquiez, j'ai lu les propos tenus par Éric Ciotti. Je vois qu'il y a aussi des procès, des faux procès qu'on lui fait. Et j'ai lu Valérie Pécresse, qui ne va pas à cette élection. Maintenant, j'ai encore le temps. Il y a 2 mois, vous voyez, c'est comme si vous vouliez déjà qu'on sache ce qui allait se passer pour l'élection territoriale. Je le dis très honnêtement, je ne suis pas aujourd'hui déterminé dans mon engagement, mais je serai engagé le moment venu. Je n'ai jamais failli et je n'ai jamais failli par rapport à mes convictions. Eh bien, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission avec Hugo Trabund. Et ce soir, justement, vous parliez d'indépendance, d'autodétermination. C'est un jeune de la Juventud Independentista qui va vous porter la contradiction. Paul Salor, bonsoir. Buonasera. Et merci de votre Bonsoir, présence bonsoir. sur ce plateau. Vous avez 10 minutes pour débattre avec Camille de Rocazer. Je vous demanderai de faire des interventions assez courtes pour qu'il y ait débat. Alors, Camille de Rocazera, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, je veux vous dire que c'est un moment particulier, finalement, pour moi, pour vous également, hein, puisque vous avez été maire de Porto-Vecchio, vous ne l'êtes plus. Vous avez été conseiller général, vous ne l'êtes plus. Vous avez été président de l'Assemblée de Corse, vous ne l'êtes plus. Vous avez été député, vous ne l'êtes plus. Vous êtes toujours conseiller territorial pour quelques mois encore. Et vous vous engagez, a priori, dans la bataille pour les élections territoriales à venir. Mais vous n'êtes pas assuré de retrouver un siège et c'est peut-être la fin de votre vie politique. Je suis peut-être donc la dernière personne aujourd'hui à débattre avec vous et c'est un moment particulier pour moi et pour vous également, je l'espère. Parce que des débats, on peut en avoir à tous les Bien sûr, jours, à des tout débats moment. publics, bien sûr. Je voulais revenir sur votre interview du début de semaine dans Corse Matin qui m'a profondément choqué, je dirais, puisqu'il y a eu des mots très forts. Patrick Michiguer vous l'a rappelé. Et comme lui, je voulais vous dire que les mots ont un sens. Et j'aimerais avoir une explication quant à certaines réponses que vous avez apportées, notamment sur le choix donc, entre le régime totalitaire qui s'autoproclame, je vous cite, hein, ou rester français, et sur l'autodétermination qui serait l'antichambre maléfique, je vous cite encore, et je voulais vous faire remarquer que le dernier dirigeant politique à avoir utilisé le mot maléfique, c'était Kim Jong-un qui l'appliquait aux sanctions américaines. Alors je ne sais pas si, comme certains le disent, les grands esprits se rencontrent, mais ça m'interpelle quand même de lire des réponses pareilles d'un personnage politique qui est d'habitude et d'ordinaire respectueux et qui, là, je pense, a un petit peu dérapé. Alors, d'abord, merci d'être aussi direct. Voilà, et ça me rassure, parce que si c'est le dernier débat que nous avons publiquement sur cette antenne, ben, ça sera intéressant, parce que j'aime l'honnêteté, et vous avez dit à la fin que je n'avais pas habitué à être aussi radical. Tout à fait. Honnêtement, sur une interview pareille, je ne sais pas si ces mots sont exactement les miens ou si, bon, ça a été la façon, je dirais un peu, pour donner plus de dynamique que le journaliste a voulu, je dirais, le décrire. Le mot maléfique, effectivement, est déplacé. Et le mot totalitaire, je dirais, c'est hégémonique. Qu'est-ce que je critique? Je critique le fait qu'il y a un risque. Le risque est d'abord inhérent à nos institutions, c'est qu'il y ait un centralisme régionalisé très fort avec les pleins pouvoirs qui seraient entre quelques mains, alors que je souhaite, moi, qu'il y ait, je dirais, dans le cadre de plus de liberté, plus de démocratie, une répartition des pouvoirs, par exemple, entre la collectivité de Corse et les intercommunalités. J'ai peur qu'en Corse, connaissant aussi nos excès, que ça apparaisse comme une confiscation. Alors, le mot, en même temps, on le voit, il y a l'idéologie dans la famille nationaliste est très forte. Bon, je ne suis pas un idéologue. Je suis quelqu'un qui est pragmatique, qui réfléchit, qui accepte le débat, la contradiction.
et qui ne considère pas qu'il a raison sur tout, qui écoute. On a évolué les uns vers les autres depuis des années, mais à chaque fois, il y a cette rupture en termes de clivage ou d'idéologie. Je reprenais sur certains points comme les déchets, tout ça, on impose une ligne alors qu'elle n'est pas réaliste. Je suis pragmatique et réaliste. Ce que je conteste dans la mise en œuvre des politiques, famille nationaliste, c'est que l'idéologie est prédominante. Et deuxièmement, c'est que les institutions telles qu'elles vont nous être léguées peut favoriser effectivement cette captation du pouvoir. C'est pas moi qui l'avais dit, mais Dominique Boukine qui avait dit on va faire un roi de Corse. Bon, donc je ne suis pas pour un roi de Corse, je suis pour que notre démocratie respire vraiment. D'autre part, on le voit à travers la démarche vers l'indépendance, qui peut être une démarche légitime. Je ne conteste pas qu'en politique, il n'y ait pas de tabou et qu'on puisse aller très loin, je dirais, sur le plan du clivage. Alors, si c'est que les mots, derrière les mots se cachent des idées, se cache une réalité, eh bien, le mot, je dirais, effectivement, de totalitaire est déplacé par rapport à ce que je veux exprimer et démontrer. Et la deuxième chose, c'est que maléfique, effectivement, c'est un mot. Je ne suis pas sûr d'utiliser dans ma vie le mot maléfique. Donc je pense que il me l'a été, je dirais, porté par une personne que j'aime beaucoup par ailleurs dans cette interview et qui a vocation à donner du rythme et de donner un petit peu du punch. Quand vous parlez de l'indépendance, bon, moi je vous entends, et le débat sur l'indépendance, je suis moi-même indépendantiste, et évidemment qu'il faudra qu'il y ait un débat et que ce débat est important puisque c'est le débat qui va un jour déterminer l'avenir de notre pays. Vous semblez fixer votre campagne, la ligne de la campagne que vous allez mener aux côtés de Jean-Martin Mondoloni sur ce débat-là, donc l'indépendance ou non, et finalement ce serait voter ce serait voter pour l'indépendance et voter pour les autres listes, ce serait rester dans l'ensemble français. Une position donc figée. Moi je ne pense pas qu'on va vivre un référendum en décembre. Je pense simplement que les Corses vont avoir le choix entre deux choses. Soit continuer ce qui se fait depuis 2 ans, je pense qu'il y a eu quand même une révolution démocratique et qu'on a vu le changement et que les Corses ont vu le changement, ne serait-ce que dans la manière de faire de la politique entre les précédentes mandatures, que ce soit celle de Paul Jacob ou que ce soit celle de la droite précédemment. Et vous êtes aujourd'hui le seul, alors que les nationalistes eux-mêmes ne se posent pas la question de l'indépendance puisqu'elle est absente du contrat de mandature. Aujourd'hui, les nationalistes, ils gouvernent la Corse depuis 2 ans et ils la gouverneront, j'espère, encore pour les 4 prochaines années, dans le seul objectif de construire la nation. Et quand on dit construire la nation, c'est absolument pas définir que l'indépendance aura lieu. Nous laisserons la parole au peuple. Il n'y a pas un jour, nation ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas imposer, nous n'imposerons jamais l'indépendance. Cette décision reviendra au peuple en temps voulu, mais en attendant, quand nous disons que nous construisons la nation, c'est-à-dire que nous construisons en réalité les conditions pour que le peuple corse vive mieux sur cette terre, chose que vous n'avez pas su faire et que la gauche n'a pas su faire pendant les précédentes mandatures. Donc, finalement, en construisant la nation, nous améliorons la vie des Corses, donc tout simplement. Vous êtes, vous voyez, dans l'ambiguïté, parce qu'en même temps, vous ne parlez que de nation. Le nationalisme, ça n'est pas défendre une identité uniquement. Parce que l'identité, moi je le dis, nous sommes Corse 100%, vous êtes Corse 100%, je suis Corse 100%. Oui, vous l'avez dit encore ce matin, vous enfoncez des postes. Une immense majorité de Corses sont français, veulent rester français. Le problème de l'avenir de la Corse... Je ne pense pas. Mais oui, parce que... Je ne pense pas qu'une immense majorité de Corses se sentent d'abord français et veuillent rester français. Ce n'est pas ce que traduisent les résultats. Il y a une démarche que je partage avec Jean-Martin, c'est sur l'anti-France. Il y a certains qui sont dans cette démarche-là, nous ne sommes pas, et je ne considère pas aujourd'hui que les problèmes de la Corse soient, je dirais, liés à être français ou ne pas être français. Les problèmes de la Corse sont liés à nous-mêmes, à dégager des lignes pour développer une économie, de faire des choix stratégiques pour la Corse, par exemple dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des technologies, et de se donner les moyens d'aller vers cela. C'est ça, en matière de formation, dans le domaine. Mais, je le dis, on travaille ensemble. D'ailleurs, il y a plein de choses où nous pouvons voter ensemble. La mise en œuvre des politiques publiques, les politiques régionales, il n'y a pas eu, je ne vois pas de
révolution depuis 2 ans. Il y a un suivi. D'ailleurs, avant les 2 ans avec Paul Jacob, ce que j'ai regretté, c'est qu'on a passé 5 ans sur le statut de résident, sur la co-officialité, sur l'inscription de la Constitution. Bon, tout cela, aujourd'hui, n'aboutit à rien. N'aboutit à rien parce qu'il y a un blocage de l'État. Mais non, il n'y a pas qu'un blocage de l'État. Bien sûr, il y a qu'un blocage de l'État. Il y a une volonté des élus de la Corse qui sont la représentation du peuple. Il y a une façon de discuter avec l'État lorsqu'on veut être frontal, parce qu'on veut démontrer, en fin de compte, je pense pas que ça a été frontal. ça ne marche ça aurait pas. Pu être plus ça ne marche frontal, pas ça tant qu'il n'y a été. plus que l'indépendance. Je connais par cœur cette dialectique. Ça ne marche pas. L'État. C'est pas ce que disent les nationalistes. Les nationalistes ne s'engagent pas dans une campagne pour l'indépendance en décembre, monsieur. Mais pourquoi? Mais comment vous dites ça? Parce qu'au mois d'août, j'ai bien lu que l'autodétermination était posée. J'ai lu aussi que d'autres, comme Paul Félix, qui dit que c'est d'ici 2030 qu'il faudra avoir atteint cette question. Je lis Angeline, je lis Jean-Christophe Angeline, je lis Jean-Guy Talamone qui dit ceux qui pourront nous rejoindre doivent être nationalistes avant tout. Donc on le voit, on est dans quelque chose où il y a un enfermement sur soi et une ligne politique. Non, il y a une ouverture sur les Corses, monsieur de Rocazza. Vous ne pouvez pas contester qu'aujourd'hui le sentiment des Corses, le sentiment nationaliste et nos idées finalement traversent la société corse, puisque nous enchaînons les succès électoraux. C'est bien qu'il se passe quelque chose dans ce pays, monsieur. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir, vous n'arrivez pas à prendre la mesure. Le nationalisme, c'est à un moment donné quelque chose qui est l'enfermement sur soi. On ne peut pas condamner le nationalisme de l'extrême droite au niveau national et en même temps se réjouir de cet enfermement. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même maintenant posé sur la table par la famille nationaliste ce clivage qui est de dire nous sommes dans une démarche vers l'indépendance et nous sommes pour l'autodétermination. Merci messieurs d'avoir débattu tous les deux pour le savoir. Merci de votre participation. Les deux confrères vont maintenant rejoindre leur place pour le débriefing. Et c'est vous, Patrick, qui commencerez les hostilités. Camille de Rocazza, dans la droite ligne de votre grand-père et de votre père, vous avez tout gagné, canton, mairie, région, députation, avant de tout perdre. La dernière défaite aux législatives de juin dernier étant la plus cruelle. J'ai fait des choix. Battu à Porto Vecchio, sur vos propres terres. Aujourd'hui, pourtant, vous ne renoncez pas, vous parlez même d'une envie gourmande de politique, comme si la page du rocazérisme n'était pas tournée, n'avait pas été tournée, comme si les urnes n'avaient pas parlé. On a le sentiment, en tout cas, j'ai le sentiment que derrière le discours convenu de l'intérêt général qui vous pousserait se cache surtout un intérêt bien personnel de ne pas perdre votre dernier mandat, une sorte d'obstination. Aussi, Camille de Rocazza, à 63 ans, après presque quasiment un siècle de présence politique familiale, de Camille en Jean-Paul, de Jean-Paul en Camille, n'avez-vous pas peur de l'élection de trop? Ne risquez-vous pas de devenir pour votre camp et surtout pour Jean-Martin Mondolone et votre ami, non pas un soutien mais un poids, le contre-exemple, la contre-image du renouveau que semblent souhaiter les Corses depuis quelques années d'élection en élection? Alors Roger, après vous répondez, Camille. Je vais dire les choses un peu autrement, mais on ne va pas se rejoindre, je pourrais répondre. Je dis, si on apprend plus de ses échecs que de ses victoires, je me dis que sur la dernière période, au moins, vous devez en savoir sacrément sur la politique, sur ses usages, sur ses mœurs, sur ses petites trahisons parfois aussi. 2010, la perte de la collectivité. 2011, dans la foulée, le poste de conseiller général de Corse du Sud. 2015, rebelote au territorial, les législatives maintenant. Vous avez rappelé tout à l'heure le succès de 2012 aux législatives, il ne faut pas l'oublier tout de même. Ces défaites électorales, certes, mais aussi une capacité à se remettre en selle assez unique, celle-là, je vous l'accorde. Toute nouvelle élection est pour vous comme une planche de salut, au point je pourrais vivre sans ça, je vous rassure. Non, mais au point de se demander ce qui vous fait encore avancer quand d'autres à votre place auraient jeté l'éponge. Certains l'ont fait, je pense au Jacob, au Zuccarel, ils ne sont plus tellement dans le paysage de la Corse. Justement, est-ce que vous sentez encore le dépositaire de ce nom dont parlait Patrick et qui a fait la politique de la Corse? Et si ce n'est pas le cas, d'où vous vient cette certitude, cette conviction que vous pouvez aujourd'hui encore apporter quelque chose à la droite en Corse? Alors après ce flot d'amabilité, vous pouvez répondre. C'est très clair. D'abord, la politique, pour moi, c'est un acte d'humilité permanent. C'est se remettre en question, c'est se confronter aux autres
et c'est d'être sanctionné par le peuple. Et rien n'est plus beau que la sanction du peuple, qu'elle soit positive ou négative. C'est sûr que chaque fois que je gagne, je suis porté, je sens quelque chose de fort. Là, la sanction est souvent punition. Parfois, d'ailleurs, on peut tomber dans l'euphorie, et je pense que la famille nationaliste est en train de tomber dans une euphorie de victoire qui peut poser problème ensuite. Et on a vu d'ailleurs souvent que ce qui est donné gagnant à l'avance ne se réalise pas. Ça m'est arrivé, ça nous est arrivé familialement, dans ma famille politique. Qu'est-ce qui fait que... D'abord, je suis un compétiteur. J'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse et j'aime la compétition. Par contre, je ne suis pas un fou furieux, obstiné. Je suis quelqu'un qui réfléchit. Et j'ai des convictions. Vous dites des certitudes. Je n'ai pas de certitude. Avec mon père, j'ai appris, lui étant médecin, parce que sa plus grande qualité, ce qui lui plaisait le plus, c'était pas de dire j'ai été député ou autre chose. Médecin. Il n'y a pas de certitude. C'est la connaissance de l'autre, de l'homme. Et c'est, je dirais, en plus, je suis porté par des convictions. J'ai des convictions. Je crois dans des valeurs républicaines, je crois dans des valeurs morales, sociétales. Je crois que la Corse a un avenir au sein de la République française. La Corse et la France, c'est un destin mêlé, partagé. Qui peut imaginer une relation aussi forte que, à peine française, la Corse a donné un empereur à la France? C'est une relation très forte, d'ailleurs, qui, le jour où on étudiera un peu mieux Pascal Paul, on verra cet attachement qu'il a avec la France et la Révolution. Ensuite, je crois fortement qu'aujourd'hui, la question de l'avenir de la Corse se pose entre nous. Je pense que ça n'est pas la relation avec Paris, mais nous avons besoin du soutien, de la solidarité de Paris, la solidarité de l'Europe. Je crois surtout que être français, c'est quelque chose qui est plus fort que tout. La France, c'est plus qu'un pays, c'est plus qu'une nation, c'est une idée. Et je dis que la Corse a toute sa place à partager cette idée, cette grandeur. Donc je suis engagé par rapport à une ligne politique qui vient d'être définie par la famille nationaliste, qui voudrait s'en cacher, mais c'est ça. Mais Camille de Rocazert, personne ne doute de vos convictions, mais n'avez-vous pas peur d'être un handicap pour votre camp et pour Jean-Martin Mondolone, qui veut incarner le renouveau? Avec beaucoup d'humilité, mais le renouveau, bien sûr, mais en même temps, est-ce que Jean-Guy Talamone, qui est élu depuis 92, incarne, lui, le renouveau, ou est-ce que ça va être d'autres à ses côtés? Est-ce que la famille Siméone incarne le renouveau alors Sauf que depuis... sa famille politique, oui, elle incarne le renouveau, puisqu'elle n'a jamais été derrière, aux affaires. Mais c'est à Jean-Martin Mondolone de savoir. Jean-Martin Mondolone m'a demandé d'être à ses côtés. J'assumerai d'être à ses côtés. C'est à lui de savoir si aujourd'hui, au soir de notre émission, si je suis utile ou pas. Et je serai avec beaucoup d'humilité à, je dirais, être engagé à ses côtés pour défendre des valeurs, pour défendre une politique et pour rassembler avec lui. C'est-à-dire pour l'aider à rassembler. Si je suis un obstacle au rassemblement, si je suis un obstacle à Porto-Vecchio, je l'ai dit à Georges Mel, si tu penses que nous sommes, alors que nous sommes liés, Georges Mel me l'a dit, ceux qui ont voulu diviser Porto-Vecchio en deux et nous diviser avec Georges Mel se sont trompés. Nous sommes non pas condamnés, nous sommes par bonheur. Nous nous connaissons, nous partageons les mêmes objectifs et nous serons ensemble longtemps d'une façon ou d'une autre. Que je sois même engagé sur une liste ou pas, engagé dans un conseil ou pas, vous dites que j'ai tout perdu, non. J'ai fait des choix politiques, des choix stratégiques. Aujourd'hui, je continue à le faire, mais maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument s'imposer coûte que coûte. Si on a besoin de moi, je suis là. Le jour où on n'a plus besoin de moi, qu'on me le dise très clairement. Et c'est avec aussi autant de bonheur à la politique définitivement. Mais écoutez, vous savez, si j'avais gagné cette élection législative pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée en tant que parlementaire, ça aurait été, bien sûr, mon dernier mandat, parce que d'abord, la loi l'aurait... il se trouve que le fait qu'il y ait une interruption, je pourrais repartir sur 3 mandats successifs. La loi me l'autoriserait, mais ça ne sera pas forcément la vocation. Mais nous verrons. Si vous voulez, le dégagisme aidant, on voudrait aujourd'hui dire que le renouveau passe par dégager tous. Paul Jacob, Tsoukarel et moi-même, je ne me sens pas uniquement être l'héritier d'une lignée politique. Je suis l'héritier de valeurs et de convictions. Mais ne faites pas une analyse plus profonde de tout ça, c'est-à-dire que Jacob, famille Tsoukarel, famille Rocazert, qui passent la main, vous ne pensez pas qu'on est à un tournant, qu'une époque est révolue? Mais je ne vous dis pas le contraire. Je dis simplement, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai quand même fait à peu près 10 000 voix au premier tour, j'avais fait 16 000 voix... C'est la victoire. Oui, c'est la victoire, mais en même temps, mais vous pensez qu'il n'y a que des victoires dans la vie? Regardez en 2011, je perds une élection qui n'est pas la mienne. En 2012, muter fondamentalement, c'est ça que je vous demande.
Je pense qu'il y a une mutation, effectivement. Et c'est Et qu'on ne reviendra plus en arrière. Et c'est pour ça que j'écoutais tout à l'heure mon contradicteur qui dit c'est peut-être la dernière fois. Oui. Et je le prendrai avec, je dirais, non pas avec le sourire, mais effectivement, il y a un changement. Je ne dis pas que mes enfants feront de la politique demain. Mon fils, d'ailleurs, est en train de préparer, est en prépa. Je lui souhaite, non, pas Sciences Po, école de commerce. Et ma fille souhaiterait faire Sciences Po, mais ça sera une autre Vous essayerez de continuer la politique? Vous la faire? Non, mon père ne m'a jamais imposé quoi que ce soit. Il m'a donné envie. Vous voyez, il faut donner envie. La politique, il faut avoir envie. Si vous n'avez pas envie, ça ne sert à rien. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai encore un peu d'envie. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de cette envie. Camille de Recasard, sur les réseaux sociaux, Jean-Martin Mondologne, à qui quelqu'un reprochait votre présence sur la liste, lui faisant le reproche effectivement que ça n'incarnait pas le renouveau, a répondu: je ne laisse jamais tomber mes amis. Ça vous satisfait comme réponse? Écoutez, mais je ne vais pas m'en plaindre, parce que ne pas laisser tomber ses amis, c'est quand même déjà une valeur importante. Après, bien sûr qu'il... Vous l'avez fait vous-même, d'ailleurs, à l'occasion de la présidentielle. Oui. Hein, oui. Avec François Fillon. Oui. Mais je ne serai pas... Si Jean-Martin considère que je suis un poids pour nous engager vers la victoire, parce que le but de cette élection, c'est de gagner. C'est pas de participer. Au moment des Jeux Olympiques, la participation, c'est pas suffisant. Moi, c'est gagner. Je vous ai dit, je suis un compétiteur, j'aime le sport. Et Jean-Martin aussi. Jean-Martin, c'est le vélo, moi, c'était la natation et d'autres sports. Mais voilà, à partir du moment où je ne suis plus le chef de file, je le reconnais, et j'ai revendiqué d'ailleurs de ne pas l'être, je m'inclinerai devant toutes les décisions de ma famille politique. Et surtout, au-delà de ma famille politique, de Jean-Martin qui incarne effectivement une ligne un peu différente, mais où nous nous retrouvons sur l'essentiel. Eh bien, Camille de Recasard, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'être même allé peut-être un peu plus loin que d'habitude. On ne sait jamais. Roger et Patrick, merci a voi également. Contrastava e com, ci ritroviamo la settimana che viene, domenica prossima con un altro invitato. Intanto, buona settimana, buonasera a tutti.